Alors, la petite vidéo de la semaine, et aujourd'hui on va faire quelque chose de tout à fait différent, enfin pas tout à fait différent, mais on va parler de la communication quand elle devient négative. Et aujourd'hui, je vais introduire un concept dont tu n'as peut-être jamais entendu parler, parce que beaucoup trop peu de gens savent ce que c'est. Je vais te parler de gaslight. Alors, désolé, c'est un terme anglais, mais il n'y a pas officiellement de traduction française. En France, ils appellent ça, les quelques personnes qui savent de quoi on parle, le décervelage. Et je trouve que le terme est assez bien choisi. Et au Canada, ils appellent ça, ah ça y est, j'ai oublié le nom, je vais aller refouiller, le détournement cognitif. Alors c'est très scientifique, oui c'est compréhensible, mais c'est pas aussi simple que le décervelage. Le décervelage, tu vois beaucoup plus à quoi je fais référence. Alors, je vais t'expliquer d'où je sors les informations. C'est d'abord une amie anglophone qui m'a parlé de cela. Je lui ai expliqué un cas de figure il y a quelques années et elle me dit « Tiens, c'est marrant, ça me fait vraiment penser à une situation de gaslighting ». Je ne savais pas du tout ce que c'était, je n'avais jamais entendu parler de ça. Je suis allée faire des recherches et j'ai lu ce que je trouvais dans la littérature anglophone. Parce que dans la littérature anglophone, on trouve des choses, et pas plus tard qu'aujourd'hui, c'est très marrant, je reçois une newsletter tous les jours de la société de publishing de Harvard. Eh bien, ils ont sorti un article sur le gaslighting au niveau de l'environnement professionnel. Donc, comme quoi, ça commence peut-être à être un tout petit peu plus visible. Mais la personne qui m'a vraiment permis de faire le tour de la question, c'est en fait une scientifique, c'est une professeure de psychologie dans une unité qui travaille en sociopsychologie de l'université de Yale aux États-Unis et qui s'appelle le Dr Robin Stern, ou Stern. Elle a écrit un livre qui s'appelle The Gaslight Effect et qui malheureusement n'est pas traduit. Et je ne sais pas pourquoi, c'est très étonnant parce que ce livre a été publié à la base, je pense, en 2008 ou en 2007. Il a été révisé par elle en 2018, donc elle a relu son livre pour voir s'il était toujours à propos, et elle a confirmé que effectivement le contenu du livre était tout à fait exact, et il y a eu une nouvelle édition du livre, mais je ne trouve aucune traduction dans une langue étrangère. Alors, je vais te lire la définition qu'elle donne du gaslight pour que tu comprennes quelque chose d'important. L'effet de gaslight résulte d'une relation entre deux personnes, un gaslighter qui a besoin d'avoir raison afin de préserver son propre sens de lui-même et son sentiment d'avoir du pouvoir dans le monde. Et le gaslighty, ou la gaslighty, je t'explique pourquoi je dis là, qui permet au gaslighter de définir son sens de la réalité parce qu'elle idéalise et cherche son approbation. Si tu doutes même un tout petit peu de toi-même, même d'une petite partie de toi, et qu'il le sent, et que tu as besoin d'amour et d'approbation de ton gaslighter, en entier ou partiellement, tu vas être susceptible de subir du gaslight. Et un gaslighter profitera de cette vulnérabilité pour te faire douter de toi encore et encore. Pourquoi est-ce que je voulais lire cette explication? Parce que je pense qu'elle est claire et parce que je veux t'introduire au concept qu'elle développe dans son livre. La première chose, c'est qu'elle explique que la relation gaslighter-gaslighty est principalement une relation entre un homme gaslighter et une femme gaslighty. Maintenant, attention, ce n'est pas uniquement, c'est pas à 100%. Ce genre de situation peut se retrouver d'ailleurs au niveau professionnel, ça peut se retrouver en relation d'amitié, ça peut se retrouver malheureusement dans les relations parents-enfants. Le principe du gaslight, elle l'explique, il y a deux personnes qui travaillent à cela. Il y a le gaslighter qui va commencer à essayer de te critiquer, de critiquer tout ce que tu fais, la manière dont tu te comportes, les choses que tu fais, les choses que tu dis éventuellement. Et puis, il y a le gaslighty qui, parce qu'il a envie d'être aimé par cette personne, d'être apprécié professionnellement, que sais-je, d'être apprécié par son parent, va
tout faire pour essayer de lui dire « Mais non, tu te trompes, tu ne dois pas me voir comme ça, je te promets, je vais faire un effort et je vais tout faire pour que tu vois à quel point c'est important pour moi que tu puisses me donner ton aval. » Et à la seconde où tu rentres dans cette justification, tu rentres dans ce qu'elle appelle le tango du gaslighting. Si par contre, tu es une personne qui est très sûre de toi et qui n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui va commencer à émettre des critiques sur ton comportement, ce que tu penses, tu poses comme acte ou autre, tu ne prendras absolument pas la pente de la justification et du besoin de l'approbation. Tu resteras sur ton ancrage dans ce que tu considères essentiel. Tu ne rentreras pas dans cette espèce d'argumentation. Et à la limite, si tu es vraiment obligé de répondre à cette personne, tu pourras te limiter par quelque chose du style « écoute, je te laisse penser ce que tu veux ». Ou nous allons être d'accord de ne pas être d'accord. Mais vraiment en lui disant « mais je ne rentrerai même pas dans un commentaire ou une discussion avec toi. Si tu penses ce genre de choses, libre à toi de le penser, je ne partage pas ton avis et je ne veux même pas en discuter. » En faisant ça, tu stoppes net toute possibilité que le gaslighter puisse continuer à essayer de t'influencer. Ça ne veut pas dire qu'il n'essayera plus, mais en tout cas, il n'aura pas d'emprise sur toi. Alors, elle définit les gaslighters en 3 catégories. D'abord, il y a ce qu'elle appelle le séducteur. Alors, le séducteur, c'est la personne qui va être abjecte, critiquant, piquant des colères, vraiment mais l'horreur, et puis qui va sortir le grand jeu. Ça va être le bouquet de fleurs, la boîte de chocolat, la sortie au restaurant, la nuit dans un hôtel de luxe, enfin le truc complètement déroutant, qui fait que tu vas vivre pendant un certain temps cette espèce de rapport idéal avec l'homme parfait que tu as toujours imaginé qu'il était, et une fois qu'il aura bien remis toutes les pendules à l'heure et que tu auras arrêté de tirer la gueule ou de revenir sur une discussion sur laquelle tu n'as pas obtenu ce que tu voulais, et tu vas oublier tout ça parce qu'il t'a de nouveau séduit, et ben voilà, le problème est fait, il a fait ce qu'il devait, on va recommencer. Et ça va être cyclique. De plus en plus, au début ce sera des petites critiques et puis il deviendra désagréable et puis il commencera à te gueuler dessus et quand il aura vraiment dépassé les bornes, on recommencera la séduction. Ça c'est le premier et pas tout à fait agréable. Hein. Le deuxième, il est très insidieux, c'est le bon garçon comme on l'appelle. En fait, c'est un gaslighter qui va être très désagréable avec toi, qui va rentrer dans des espèces de polémiques incessantes, mais en public, devant les autres, il va toujours être parfait. Et pour préserver son image de bon garçon, il va tout faire pour te rendre la vie impossible, pour finir à la dernière minute te dire « bon, d'accord, ok, je vais te faire plaisir ». Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, il protège son image de bon garçon et surtout, même s'il accepte de faire quelque chose avec toi, il y a de très fortes chances que pendant ce moment que tu passes avec lui, il soit juste abominable. Alors je vais te montrer ce que je veux dire par une histoire toute simple. Imagine que tu as un gaslighter bon garçon et que tu lui proposes d'aller manger chez ta collègue de bureau parce que tu t'entends bien avec elle et vous avez décidé que ça serait sympa que vos maris se rencontrent. Lui n'a aucune envie d'aller rencontrer ni ta collègue de bureau, ni le mari de la collègue de bureau et en plus, il a décidé qu'il ne voudrait pas y aller. Et vous allez faire un ping-pong comme ça pendant un temps assez long. Il va vraiment te rendre complètement dingue avec toutes ces remarques super désagréables. Tu ne vas pas cesser de lui dire « mais enfin, pourquoi est-ce que tu es aussi négatif, tu ne l'as jamais vu, mais pourquoi est-ce que tu as besoin d'être aussi méchant alors que tu ne sais même pas de qui il s'agit, et elle est vraiment super sympa, et tu vas voir, tu vas l'apprécier. » Et ça dure, et ça dure. Et puis à un certain moment, il dit « ok, bon d'accord, je viendrai. » Et puis le soir arrive. Alors, d'abord, il commence par rentrer en retard du bureau, de manière à ce que vous ne soyez pas à l'heure pour partir. Et quand il arrive à la maison, il a besoin de se rafraîchir. Donc, tu perds minimum une demi-heure. Tu vas arriver avec une demi-heure de retard et tu es très mal à l'aise parce que, comme c'est la première fois que vous êtes invité chez ces gens-là, tu as envie d'être à l'heure. Tu n'as pas envie d'arriver en retard parce que c'est très, dans la manière dont tu vois les choses, c'est pas poli. Vous arrivez sur place et une fois qu'il est là, il ne participe à aucune conversation. Même si le mari de ta collègue essaye de s'engager dans une conversation, lui proposer un sujet ou un autre, même si tu sais qu'il y a éventuellement un sujet qui l'intéresse, il va faire 5 minutes de participation à une discussion et puis il va se remettre dans son silence. À un certain moment, prétextant qu'il a mal au ventre, il va disparaître pendant une bonne demi-heure.
Puis il va aller prendre l'air au jardin parce qu'il a décidé qu'en définitive il faisait beau et qu'il en a marre d'être assis à table et que les conversations l'emmerdent. Et puis, comme de toute façon, tu es super mal à l'aise parce qu'il a eu un comportement de merde depuis le début de la soirée, tu rentres le plus vite possible. Et au moment où vous sortez et que tu te dis « Attends, là, mon gars, tu vas passer à la moulinette ici, je dois savoir ce qui se passe », il va te dire « Je suis désolée, je suis épousée, je vais me mettre à l'arrière de la voiture pour dormir là, parce que je me sens pas bien et tu vas devoir conduire. » Et tout ça, c'est du cinéma. Alors toi, tu te dis, mon Dieu, il avait accepté de venir, il était tellement gentil. Ah oui, il a eu tellement de travail au bureau, il est rentré trop tard, je suis vraiment désolée pour lui. Et c'est vrai qu'effectivement, il n'était pas bien, donc il n'a pas pu profiter de la soirée pleinement. Tu vas lui trouver toutes les excuses du monde, alors qu'il s'est juste comporté comme vraiment quelqu'un d'abject. Seulement, il a fait exactement ce qu'il voulait. Ça l'emmerde ce genre de choses, et il s'est assuré par son comportement que vous ne serez plus jamais réinvité chez ces gens-là. C'est ça le problème, tu vois, c'est... Quand tu es dans ce genre de relation, il va toujours donner plus ou moins bonne figure pour que personne ne puisse jamais se plaindre de lui. Il va jamais tirer la gueule sans trouver une excuse, parce que ça lui ferait passer pour un type pas poli. Non, il va prétexter qu'il a mal au ventre, il va prétexter qu'il n'est pas bien, qu'il n'a pas bien mangé, qu'il a mangé quelque chose qui n'était pas bon ce midi. Il va se trouver une excuse pour justifier son comportement de merde, et toi tu vas l'excuser. Alors le troisième, c'est moi ce que j'appelle le pire, c'est l'intimidateur. Alors l'intimidateur, il va pas essayer de te convaincre, il va pas essayer de te faire du charme, rien du tout ça, il va juste être abominable. Et malheureusement, il y a des femmes qui tombent complètement dans le travers. Et le problème des intimidateurs, de ce que j'ai pu comprendre des théories qu'elle explique, c'est que c'est souvent ceux dans lesquels tu plonges le plus rapidement et dans lesquels la manipulation va être la plus grande. Parce que l'intimidateur, il arrive vraiment à te couper de ta joie de vivre, à ne plus avoir aucune confiance en toi. Et à ne plus être capable de prendre la moindre décision, même pour la plus petite chose possible et imaginable, sans avoir son aval. Elle explique aussi que la relation de gaslighting que tu peux avoir a 3 phases. Il y a la première phase où tu rentres en contact avec quelqu'un et où tu peux éventuellement, comme je te l'ai expliqué, arrêter net ce système. Il y a la deuxième phase dans laquelle tu rentres dans cette espèce de tango où tu as besoin en fait d'être aimé par quelqu'un et donc tu vas essayer toujours de trouver quelque chose pour que quand même il t'aime. Et puis tu as la troisième phase qui est vraiment la phase où tu es complètement dedans, où tu n'as plus la capacité de penser pour toi, parce que la seule chose que tu vas faire, c'est toujours justifier tout ce qu'il fait. Et il aura toujours raison, et tu auras toujours tort, et ce sera toujours lui qui sera parfait. Alors, elle explique clairement que si tu es dans ce type de relation au niveau 3, ça ne sert à rien d'essayer de t'en sortir toute seule. Parce que tu es tellement manipulé par tout ce que tu entends que tu vas constamment douter de toi et tu n'oseras pas. Tu as vraiment besoin d'une aide et d'un accompagnement. Alors elle dit la meilleure solution, c'est de trouver une thérapeute ou un thérapeute qui peut vraiment t'aider. Maintenant, il y a peut-être des groupes d'accompagnement, il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent t'aider. Par contre, si tu es à un niveau 2 ou un niveau 1 et que tu prends conscience que tu rentres par exemple dans une relation de couple avec quelqu'un qui a tendance à faire ce genre de choses, la meilleure solution, si tu es vraiment bien consciente, c'est d'essayer de voir dans quelle mesure il est conscient de ce qu'il fait. Et si il finit par prendre conscience, honnêtement, sincèrement, et de faire des efforts pour changer, alors tu peux vraiment considérer que c'est quelqu'un qui reproduisait un schéma qu'il avait vu, dans lequel il avait l'habitude, pour une raison ou pour une autre, mais pas qu'il est nécessairement une mauvaise personne, et qu'il est aussi insatisfait ou aussi instabilisé que la description qu'elle fait au début de son livre. Par contre, à partir du moment où tu es en phase 2, tu as besoin de soutien. Et alors, elle t'explique un truc assez intéressant. Elle parle de ce qu'elle appelle les stewards, c'est-à-dire les agents de bord qu'il y a dans les avions. Elle dit, quand moi j'étais dans un avion et que je commençais à sentir des turbulences et que je paniquais, je regardais toujours l'hôtesse. Si l'hôtesse continuait à faire son service et se déplacer dans l'avion comme normalement, je me disais, c'est pas grave, c'est pas les grosses turbulences, parce que l'hôtesse continue à vaquer à ses occupations. Par contre, si les hôtesses commençaient à poser des actes qui étaient beaucoup plus particuliers ou pas du tout courants, là, elle savait qu'elle devait commencer à s'inquiéter un tout petit peu. Et donc, elle parle de ces gens que tu as autour de toi, qui ne sont pas nécessairement en contact avec ton gaslighter, et vers lesquels tu peux éventuellement te tourner pour peut-être leur demander ce qu'ils en pensent, ou pour écouter ce qu'ils te disent. Parce qu'ils vont peut-être venir vers toi en te disant, dis, écoute, je n'ai pas le droit de m'insérer dans ton couple là, mais je suis désolée, j'ai été témoin d'un truc là il y a 3 jours. Comment est-ce que tu te laisses avoir comme ça?
Ces gens-là, en fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont bienveillants vis-à-vis de toi, ce sont éventuellement des amis, des gens en qui tu peux avoir confiance, et eux, ils t'envoient des signaux d'alarme en te disant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas là, c'est pas normal ce type de comportement. Et donc, je pense que quand tu commences à avoir ce genre de réaction autour de toi, il est temps que tu t'interpelles, que tu te rendes compte de cela. Et si tu as la chance de connaître l'anglais et d'avoir envie de lire ce livre, je te le conseille vraiment parce qu'elle a toute une méthodologie ultra pragmatique d'explication de quelles sont les questions à te poser, comment tu peux faire, quelles sont les difficultés que tu peux rencontrer. Et je pense que ça peut vraiment t'aider si tu es confronté à une situation similaire. Alors, si tu l'as déjà vécu de façon interpellée parce que tu as croisé quelqu'un dans ton entourage qui, quand il a, je sais pas, il a envie de faire chier le monde, il s'impose à toi, il te traite comme de la merde, il sait tout mieux que tout le monde et toi pas, mais que c'est pas quelqu'un avec lequel tu es en contact régulièrement, dis-toi que tu as différentes solutions. Soit tu peux faire des tests, si la prochaine fois qu'il essaye de faire ça, tu peux essayer de freiner ou d'arrêter net ce système en prenant ce détachement complet et en te moquant mais complètement de ce qu'il te dit. Et éventuellement, s'il arrive à se calmer et à avoir des conversations normales, c'est l'interpeller en lui disant « Est-ce que tu te rends compte de ce que tu as fait il y a 2 heures quand tu m'as parlé ?» Et voir effectivement si ces gens sont conscients de ce qu'il faut ou bien si ce sont des bêtes mécanismes dans lesquels ils sont entrés. Parce qu'il y a des gaslighters qui peuvent être conscientisés par rapport à ce qu'ils font et sortir de cette espèce de manipulation mentale, de décervelage, comme disent les Français, qui effectivement est un peu malsain, voire peut devenir extrêmement grave. Je voulais vraiment te faire prendre conscience de ça parce qu'en fait, il n'y a personne qui sait ce que c'est. Il y a extrêmement peu de documentation en français par rapport à ce sujet. À part ce livre que j'ai lu, j'en ai vu aucun. Alors, je vais quand même mettre sous la vidéo des liens sur 2 sites. Enfin, une vidéo YouTube que j'avais trouvée assez sympa. Et le site d'une Française qui s'appelle Randa BR. Et il y a, dans les vidéos qu'elle produit sur YouTube, il y a un petit groupe de 4 vidéos là-dessus qui sont pas mal expliquées. Et je trouve que si tu as, en écoutant cette vidéo, si tu t'es dit « Merde, là j'identifie l'une ou l'autre personne », comme moi j'ai pu le faire quand mon ami il y a quelques années m'a parlé de ça, et quand maintenant que je le sais, je me dis « Ah punaise, là je suis face à un gaslighter, c'est clair ». Ben, à ce moment-là, à partir du moment où tu es sensibilisé, je pense que ça vaut la peine d'approfondir un peu. Si jamais d'autres sources sortent en français, j'essaierai éventuellement de continuer à te les fournir. J'essaye de prendre contact avec l'auteur du livre pour voir si éventuellement il y a une projection de traduction. Parce que je suis vraiment hyper étonnée que ce livre n'ait pas été traduit en plusieurs langues. Parce que voilà, je trouve qu'il est vraiment très instructif et surtout comme il n'y en a pas d'autres et qu'il est très pragmatique, c'est vraiment dommage. Donc si tu connais l'anglais, si tu es capable de le faire, il existe en Kindle, audiobook ou livre papier et franchement, ça vaut la peine si tu es de près ou de loin ou un petit peu de plus près lié à ça ou si ça a résonné chez toi, s'il te plaît, va faire des enquêtes, va approfondir le sujet et protège-toi parce que c'est vraiment le truc le plus important à faire. Ça, c'est pas de la communication, c'est de la manipulation. Donc, bonne communication quand même et à la prochaine fois. Salut!